En première partie, qu'est-ce que Recherche DataGouv et quand et pourquoi l'utiliser? Donc, Recherche DataGouv, il y a un écosystème autour de Recherche DataGouv qui est constitué de 4 centres de compétences avec des ateliers de la donnée répartis sur un peu. Alors, excusez-moi, j'ai un petit. Voilà. Euh, Répartis sur toute la France, des centres de référence thématiques au nombre de 5, des centres de référence établissements, il y a aussi des centres de ressources et à cela s'ajoutent 2 outils qui sont l'entrepôt dont nous allons parler aujourd'hui et un catalogue qui est en cours de construction. C'est un écosystème au service du partage et de l'ouverture des données de la recherche, particulièrement. L'entrepôt Recherche DataGouv a été inauguré en juillet 2022. Il est financé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, hébergé en France pour avoir des données souveraines, construit sur les bases d'un logiciel open source, donc Dataverse, et cet entrepôt a 2 objectifs principaux qui est de documenter et partager tout type de données de recherche et de permettre la réutilisation donc de ces données de recherche particulièrement. Tout d'abord, comment bien choisir son entrepôt de données? De préférence, il faut choisir un entrepôt qui est adapté aux données déposées. Donc, en fonction des données déposées, plusieurs types d'entrepôts peuvent exister. Vérifier aussi la qualité des dépôts, donc c'est-à-dire la curation en particulier. Vérifier aussi que les entrepôts attribuent des identifiants pérennes pour pouvoir plus facilement les référencer, y compris dans des articles, et avoir une meilleure interopérabilité aussi de vos données. Qu'il ne pratique pas la cession de droits, que vous gardiez vos droits ou que vous puissiez les mettre en open source, en licence libre. Qu'il puisse assurer la pérennité des données au moins pendant 5 ans. Un autre critère aussi est le coût, qu'il soit gratuit ou qu'il ait un coût raisonnable, puisque le coût peut varier en fonction du stock, de la taille des données mises dessus, et aussi de la durée que on peut mettre dans certains entrepôts, et que les données soient stockées dans le territoire de l'Union européenne. Pour cela, il existe différents catalogues d'entrepôts qui peuvent vous aider. Il y a Recherche DataCouv qui vous permet d'identifier justement qui ont identifié et qui ont listé des entrepôts de référence qui permettent aussi, et qui sont classés de manière disciplinaire. Il y a fairsharing.org, Retree Data qui permet aussi de vérifier les labels que ces entrepôts ont pu obtenir. Catopidor et Elixir, particulièrement pour des données de biologie et de bioinformatique. L'entrepôt recherche DataGo particulièrement, puisque c'est aujourd'hui la question qu'on se pose, quelles données peut-on y entreposer? Donc c'est un entrepôt pluridisciplinaire pour le partage des données de la recherche à utiliser dans le cas où aucun autre entrepôt disciplinaire n'existe ou ne convient. La recommandation principale est d'utiliser un entrepôt disciplinaire ou mettre ces données qui peuvent aussi avoir des formats particuliers, en partie pour avoir une meilleure visibilité de ces données et pouvoir mieux en fait retrouver aussi les types de données que l'on cherche. Donc, il faut vérifier avant d'envisager l'entrepôt recherche DataGouv, il faut vérifier qu'il n'existe pas d'entrepôt disciplinaire plus adapté et que les données soient communicables. Sont exclues les données à caractère personnel, les données liées à un contrat dont les clauses s'opposent à l'ouverture, comme des brevets ou un accord avec certaines entreprises.
Pour cela, un logigramme a été créé par l'INRAE, vous permettant justement de faire le point sur est-ce que vous pouvez ou pas ouvrir vos données. Les questions aussi qu'on peut se poser, c'est pourquoi ouvrir ces données? Donc, le financeur de mon projet me demande de déposer les données dans un entrepôt de confiance. Je publie aussi un article scientifique. L'éditeur me demande de rendre les données accessibles. Certains éditeurs demandent de rendre les données accessibles dans leurs entrepôts. Avec Recherche DataGouv, vous pouvez les rendre, en fait, les mettre sur Recherche DataGouv et en permettre l'accès aux éditeurs pour faire le reviewing. Et ensuite, dans un second temps, pouvoir le rendre aussi accessible, bah, le partager. Je veux valoriser mes données, les rendre faciles à trouver et accessibles sur du long terme. Je veux permettre à d'autres scientifiques de réutiliser mes données en les documentant, en les rendant compréhensibles et interprétables. Donc tout l'intérêt aussi de donner et de partager ces données sur les entrepôts sont de pouvoir réutiliser ces données. Et pour cela, il faut bien les documenter, en partie avec les métadonnées dont nous allons parler un peu plus tard. Et je veux partager mes données, mais en contrôler l'accès. Et ça permet aussi de mettre la licence que l'on souhaite. Et comme c'est aussi un système qui est... les, les serveurs sont sur le sol français, ça permet de pouvoir en contrôler l'accès plus facile. Voilà, et je vais te passer la main, Fanny. Si, alors, je partage mon écran. Voilà. Donc, on va passer. C'est bon, vous voyez mon écran. Hop. Oui. Vous voyez en plein écran. Là, on voit plus en plein écran, tout à l'heure, si. Hop. Je recommence. Voilà, ça devrait être bon là. Donc, on va explorer un petit peu Recherche DataGouv. Si vous cherchez Recherche DataGouv sur Internet, vous devriez tomber sur cette page, recherche.data.gouv.fr. Et cette page, c'est la page d'accueil de l'écosystème Recherche DataGouv, comme Fanny a déjà décrit. Et donc, si vous voulez accéder à l'entrepôt en lui-même, il vous faut cliquer sur Accéder à l'entrepôt. Donc, l'entrepôt en lui-même, c'est à cette URL, entrepôt.recherche.data.gouv.fr. Et sur cette page d'accueil, vous trouverez un carrousel avec l'ensemble des espaces institutionnels qui existent. Et donc, l'Institut Pasteur et l'Université Paris-Cité ont chacun leur espace institutionnel. Donc, un espace institutionnel, ça permet de rassembler les jeux de données qui sont produits ou coproduits par les scientifiques d'une institution, ce qui permet de rendre plus visibles les résultats de la recherche d'une institution. Et la différence aussi entre les différents espaces institutionnels, c'est que chaque espace, il n'y a pas les mêmes personnes qui se chargent de l'administration et de la curation des jeux de données qui sont déposés dans chaque espace institutionnel. Donc concrètement, si vous voulez déposer des jeux de données dans Recherche DataGouv, il faudra d'abord aller sur un des espaces institutionnels, donc celui de l'Institut Pasteur ou de l'université ou de l'une de vos tutelles. Et vous pourrez à ce moment-là cliquer sur le bouton Ajouter un nouveau jeu de données, ce que je vais vous montrer dans la démo juste après. Et donc, si vous avez plusieurs tutelles, voilà, pas de panique, vous faites un seul dépôt dans un des espaces de dépôt, dans un des espaces institutionnels, et les administrateurs se chargeront de faire des liens, c'est ce que vous voyez avec les flèches, de faire les liens pour faire apparaître le jeu de données dans les autres espaces institutionnels concernés. Et donc, voilà, ce sont bien des espaces de dépôt, les espaces institutionnels, mais tous les jeux de données apparaissent dans la grosse base de données, l'entrepôt Recherche DataGouv. Alors, donc, dans Recherche DataGouv, l'organisation se fait comme suit. Donc, vous avez une organisation en collection qui apparaissent en orange, donc ils appellent ça des dataverses dans l'outil.
Donc, un espace institutionnel correspond à une collection. Donc, vous avez l'exemple de l'INSERM ici. Et vous pouvez avoir des sous-collections qui apparaissent aussi en orange. Et là, dans ce cas-là, l'INSERM avait choisi d'organiser son espace par thématique. Les jeux de données ou les datasets apparaissent en bleu, vous voyez ici, et les fichiers apparaissent en gris. Voilà, les jeux de données qui sont intégrés, les fichiers qui sont intégrés dans les jeux de données. Alors, un jeu de données, c'est un ensemble cohérent de données qui est identifié par un DOI. Donc, ce qui permet de citer le jeu de données en lui-même. Donc, vous voyez ici dans l'exemple en bas, vous avez la citation du jeu de données avec les auteurs du jeu de données, l'année, le titre du jeu de données, son DOI, sa source et sa version. Le jeu de données est lui-même décrit par des métadonnées. Il comprend ou pas des fichiers. Donc, il y a la possibilité de ne pas mettre de fichiers dans un jeu de données, mais dans ce cas-là, il est obligatoire d'avoir un lien vers les fichiers qui doivent être stockés ailleurs, par exemple dans un autre entrepôt. Et chaque jeu de données peut avoir plusieurs versions et les différentes versions sont toutes affichées dans l'entrepôt. Alors, les fichiers, donc, ils sont toujours associés à un jeu de données. Ils sont eux-mêmes associés à un DOI, donc on peut citer un fichier d'un jeu de données si on veut. Les fichiers sont aussi associés à quelques métadonnées. Il y a une limite. Alors, la seule limite de volume technique de recherche d'Octagouv, c'est celle-ci. Donc, les fichiers ne peuvent pas dépasser 50 gigaoctets, les fichiers individuels. Par contre, un jeu de données peut avoir plusieurs fichiers qui font tous maximum 50 gigaoctets. Donc, ça, c'est la limite technique. Et il peut aussi y avoir des limites que les espaces institutionnels imposent, puisqu'il y a un quota maximum, en tout cas gratuit, pour chaque espace institutionnel de 2 téraoctets, donc que les différents espaces peuvent décider d'imposer des limites pour chaque jeu de données, donc ça dépend des institutions. Et ce qui est important, c'est qu'au niveau du fichier, on peut définir différents niveaux d'accès. Donc, on peut choisir d'avoir certains fichiers qui sont en accès ouvert, donc librement téléchargeables, d'autres qui sont en accès restreint, donc on peut faire une demande d'accès, d'autres qui sont en accès fermé, dans ce cas-là, aucune demande d'accès possible, et on peut aussi avoir un système d'embargo, le fait que les fichiers sont en accès fermé, puis ouverts à partir d'une certaine date. Donc ça, c'est des niveaux techniques. On peut techniquement avoir ces différents niveaux d'accès, mais comme Fanny l'a rappelé juste avant, dans Recherche DataGouv, on n'accepte aucune donnée qui pourrait avoir un caractère sensible, donc pas de données à caractère personnel, pas de données de santé, etc. Donc voilà, on ne peut pas mettre ce genre de données et les mettre en accès restreint ou fermé. Donc, un petit bilan avant de passer à la démo. Donc, les questions à vous poser avant de déposer les données dans Recherche DataGouv, c'est donc, est-ce que le jeu de données est communicable et donc voilà, est-ce qu'il peut être déposé sur Recherche DataGouv? Bah, si c'est pas le cas, vous ne pouvez pas le déposer. Sinon, vous pouvez déposer le jeu de données dans un entrepôt. Question suivante, est-ce que il existe un entrepôt disciplinaire qui serait adapté? Si c'est le cas, vous pouvez, dans ce cas-là, aller plutôt vers cet entrepôt disciplinaire. Si vous n'en avez pas trouvé, dans ce cas-là, vous pouvez vous tourner vers Recherche DataGo. Et après, vous avez la question de l'espace institutionnel. Si vous avez un seul espace identifié, ben, vous allez sur cet espace. Si vous avez plusieurs espaces possibles, dans ce cas-là, vous choisissez un des espaces et, comme je disais tout à l'heure, on pourra faire apparaître le jeu de données dans les autres espaces concernés. Voilà, donc on va pouvoir passer à la démo. Voilà. Donc pour faire la démo, je vais aller dans démo.recherche.data.gouv et alors que vous, si vous faites un vrai dépôt, ça sera sur entrepôt.recherche.data.gouv. Et donc, je repartage mon écran. Voilà. Donc, je suis sur l'espace démo, démo.recherche.data.gouv. Je vais me connecter. Et donc, pour me connecter, je peux me connecter avec mes identifiants en cherchant mon institution pour pouvoir me connecter avec mes identifiants institutionnels. Donc là, il est déjà sélectionné. Je clique, je mets mes identifiants et j'arrive bien sur, voilà, sur cette page.
Donc ici, vous pouvez voir que donc là, on est dans l'espace démo, donc vous avez pas tous les espaces institutionnels qui sont disponibles, mais vous voyez le carrousel. Donc vous pouvez chercher votre espace institutionnel de cette manière, mais il y a une autre façon de faire que je vais vous montrer juste après. Ici, vous pouvez voir les différents jeux de données. Donc pareil, ce sont des tests puisque nous sommes dans l'espace démo. Et vous voyez qu'ils sont en bleu et vous avez les collections qui apparaissent en orange. Donc, pour chercher votre espace institutionnel, vous pouvez, comme je vous ai dit qu'un espace était une collection, vous pouvez simplement décocher les jeux de données. Et puis, pour faire la recherche dans les collections, donc moi, je vais faire la recherche Pasteur. Et je tombe sur l'espace institutionnel Institut Pasteur. Voilà, donc j'arrive sur mon espace institutionnel et dans ce cas-là, je vois le bouton Ajouter des données qui est disponible ici. Donc, si vous ne le voyez pas, il suffit de cliquer sur le bouton Contact pour contacter l'administrateur de la collection. Si vous ne le voyez pas et que vous devriez le voir puisque vous appartenez bien à cette institution, contactez vos administrateurs et ils pourront vous donner des droits. Donc, je vais, moi, ajouter des données. Donc, nouveau jeu de données. Moi, j'ai des droits supplémentaires, donc je peux ajouter des collections, mais normalement, vous ne devriez ajouter que des jeux de données. Alors, quand on ajoute un jeu de données, on a une série voilà, de métadonnées à compléter. Première chose, on nous demande la langue des métadonnées, donc je conseille plutôt de mettre tout en anglais pour un partage de données à l'international. Et dans ce cas-là, je vais aussi passer toute l'interface en anglais, en haut à droite, comme ça, j'ai pas de mélange de langues. Voilà, j'ai tout en anglais et je n'ai pas tenté d'écrire des choses en français. Donc, on vous demande un certain nombre de métadonnées pour décrire votre jeu de données. Donc, on va commencer en mettant un titre. Bon, je vais pas tout mettre. Vous avez un certain nombre de métadonnées. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est pas de balayer toutes les métadonnées. Donc, je vais passer un peu vite sur certaines. Donc, vous avez les auteurs, donc les auteurs du jeu de données lui-même. Donc, moi, je suis mise par défaut, mais je peux en rajouter sur le côté droit. Je vais mettre une description. Donc, ça peut être les données associées à telle publication. Voilà. Et avec évidemment beaucoup plus de détails sur comment les données ont été produites, dans quel contexte, etc. On vous demande en métadonnées obligatoires, on vous demande un sujet, donc je vais mettre voilà, sciences de la vie. Vous pouvez mettre des mots-clés, mais Fanny en parlera juste après. Le type de données, donc c'est une métadonnée obligatoire, vous voyez avec la petite étoile, donc je vais le remplir. Ici, vous avez par exemple la publication associée, donc je peux dire que mon jeu de données est cité dans telle publication en mettant la citation, le titre, l'année, etc. Son DOI. Et je peux aussi, par exemple, si la publication est disponible sur HAL, je peux mettre le lien HAL avec voilà, l'identifiant HAL, l'URL, etc. Je peux mettre aussi les financeurs. Donc la seule métadonnée qu'on peut importer pour l'instant dans Recherche DataGouv, c'est celle-ci. Si vous avez un financement ANR, vous pouvez chercher le numéro du financement. Donc ANR de 2025, voilà, je vais prendre un au hasard. Voilà, et ça remplit les informations en dessous sur le projet. Voilà, et la date de dépôt est mon nom. Ensuite, on vous demande d'ajouter des fichiers. Donc, vous pouvez les ajouter maintenant ou les ajouter plus tard. Donc, je vais revenir dessus un peu après. Je vais les ajouter plus tard. Donc, j'enregistre. Et là, j'ai donc mon draft donc vous voyez ici, draft de jeu de données qui n'est pas encore publié, qui est créé avec un certain nombre de métadonnées qui ont été complétées. Alors, on va aller directement. Donc, vous voyez en dessous, vous avez 4 onglets, fichiers, métadonnées, les conditions d'accès ou durée d'utilisation et les versions. On va directement retourner sur l'onglet métadonnées pour vous montrer que ce qu'on a complété, en fait, c'était un premier lot de métadonnées, mais il y en a beaucoup d'autres qu'on peut compléter. Donc, c'est très important de retourner sur l'onglet métadonnées et de cliquer sur Add et Edit Metadata. Et vous allez voir ici que vous avez de nouvelles métadonnées qui sont apparues. Par exemple, vous pouvez, en plus des auteurs, vous pouvez ajouter des contributeurs pour dire que d'autres personnes ont contribué
à la collecte ou des données, ou voilà, vous pouvez dire dans quel contexte elles ont contribué, mais elles ne seront pas dans les auteurs, donc elles ne seront pas citées, indiquées dans la référence. Voilà, je ne vais pas passer toutes les métadonnées en revue. Par exemple, vous pouvez indiquer, euh, je regarde, voilà, par exemple, le logiciel que vous avez utilisé pour générer les données. Ou alors, ce qui est apparu aussi, au début, on avait vu la publication associée, mais vous pouvez aussi ajouter du matériel associé, par exemple des échantillons biologiques que vous avez réutilisés, ou des jeux de données associés, et faire le lien avec d'autres jeux de données qui sont peut-être dans des entrepôts disciplinaires, par exemple. Et donc, voilà, je passe un peu vite, mais vous avez tout un tas de métadonnées, et donc l'idée, c'est d'essayer de compléter au maximum les métadonnées. Et en dessous, vous avez des métadonnées qui sont disponibles, des métadonnées plus disciplinaires, et donc qui sont plus adaptées, donc que vous choisissez selon votre discipline. Donc vous avez des métadonnées plus géographiques et spatiales, plutôt sciences sociales, sciences humaines et sociales. Je ne vais pas tous les ouvrir. Vous avez des métadonnées en sciences de la vie, pour des ressources sémantiques, en astronomie, computational workflow. Voilà. Journal metadata, ça ne nous concerne pas a priori, c'est vraiment quand il y a un journal qui utilise cet outil comme entrepôt pour les données associées. Et donc, je peux enregistrer mes changements. Voilà. Donc, on va aller directement maintenant à l'onglet Files pour que je vous montre voilà, comment on upload des fichiers. Donc, c'est très simple. Vous cliquez sur Upload Files. Et donc, je vais aller sélectionner mes fichiers. Donc là, j'ai fait une petite sélection de, voilà, pas beaucoup de fichiers pour la démo. Tac. Et donc, voilà, les 4 fichiers ont été importés. Donc, vous voyez directement que vous avez donc le titre. Vous pouvez rajouter notamment une description directement pour décrire chacun des fichiers. Hop, et j'enregistre. Donc, si je retourne ici, euh, donc vous voyez, hein, il m'a pas, je vais en rajouter un qui n'a pas pris. Et celui-ci. Hop. Donc voilà, pour la démo, j'ai mis 2 fichiers CSV. Donc là, en fait, l'outil transforme les fichiers CSV en .tab. Donc automatiquement, ce qui permet d'avoir une visualisation. Donc si je clique sur View Data ici à droite, vous pouvez voir la visualisation de mon fichier. Donc ça, c'était un fichier CSV avec un séparateur point virgule. Et vous voyez que l'ingestion ne s'est pas faite correctement. Il n'a pas réussi à séparer en colonnes. Donc si je reviens, il faut par contre ouvrir le fichier avec un séparateur, voilà, en CSV avec un séparateur virgule, j'ai bien la visualisation correcte. Donc ça, c'était juste pour vous montrer que dans Recherche DataGouv, il faut utiliser des fichiers CSV avec un séparateur virgule. Et la recommandation, c'est aussi de n'avoir qu'un seul onglet par fichier Excel ou CSV, de ne pas avoir plusieurs onglets par fichier Excel, parce qu'il n'y en a qu'un seul qui s'affichera dans la visualisation. Donc de préférence des fichiers CSV, puisqu'on préfère de toute façon des formats ouverts, plutôt que des fichiers Excel. Et donc vous avez la visualisation pour les images, pour les fichiers README aussi, si je l'ouvre. Vous avez ici un peu le texte qui explique, qui peut donner plus de détails sur le jeu de données. Alors, tac. Donc c'est au niveau des fichiers que vous pouvez euh, définir les niveaux d'accès, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc vous pouvez sélectionner tous les fichiers ici et par exemple je peux sélectionner tous les fichiers sauf le README et décider ici avec le bouton Edit File de restreindre l'accès à tous ces fichiers. Donc si je fais Restrict, voilà, on me demande de définir des conditions d'accès. Et dans ce cas-là, je peux dire que accessible upon request at lab. Voilà. Je peux mettre un message en expliquant, en rajoutant des infos sur qui peut faire une demande d'accès, sous quelles conditions, etc.
Et je pense bien à cocher la case qui permet aux personnes de faire des demandes d'accès. Et j'enregistre. Donc là, vous voyez que les fichiers, vous avez un petit cadenas, et donc tous ces fichiers seront en accès restreint, sauf celui-ci. Je peux vous montrer encore peut-être une dernière chose sur les... Vous pouvez aussi, sur les fichiers, vous pouvez aussi avoir la possibilité de mettre des embargos ici, donc de choisir une date au bout de laquelle les données seront en accès ouvert. Et puis, vous avez l'option aussi qui est intéressante, qui sont les tags, et qui permettent, donc par exemple, je peux sélectionner toutes mes données et dire que choisir le tag data. Hop, j'enregistre. Donc là, je peux après sélectionner celui-ci, le fichier README, pour dire que c'est de la documentation donc, qui donne des informations sur les données. Et puis, vous voyez les tags qui apparaissent ici. Donc la documentation apparaîtra toujours en premier, il me semble. Et puis le dernier, je peux dire que c'est un tag code. Donc ce qui permet visuellement d'avoir les données, le code et la documentation bien séparés. Voilà. Donc ça, c'est pour les fichiers. Donc vous pouvez aussi faire les modifications pour chaque fichier à droite avec la même chose. Donc soit en sélectionnant un certain nombre de fichiers ici, soit avec les boutons de droite. Donc on a vu l'onglet Fichiers, l'onglet Métadonnées. Il nous reste l'onglet Terms, donc qui sont les conditions d'accès aux fichiers. Donc la première partie, ça correspond à la licence associée aux fichiers, donc principalement aux fichiers qui sont en accès ouvert. Donc la licence, elle va indiquer aux utilisateurs qui veulent réutiliser les fichiers en accès ouvert ce qu'ils ont le droit de faire ou non. Donc par défaut, ça peut aussi dépendre des espaces institutionnels. En général, c'est la licence étalable qui est indiquée. Donc la licence étalable, ça correspond, si vous connaissez, à la licence CC BY, à la licence Creative Commons CC BY, mais c'est une licence plutôt française, donc plutôt connue dans le domaine français. En France, si vous préférez une autre licence, vous pouvez aussi, je vais vous montrer, changer pour utiliser une autre licence. Par exemple, si vous préférez la licence CC BY qui est plus connue à l'international. Ça, c'est la licence. Et en dessous, vous avez la partie sur les fichiers en accès restreint. Donc, normalement, au moment où vous avez restreint l'accès à certains fichiers, on vous a déjà demandé de remplir, voilà, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure, les conditions d'accès aux fichiers, mais vous pouvez modifier ces informations ici dans cet onglet. Donc, il suffit de cliquer sur Edit Terms. Donc là, vous avez beaucoup de... Donc, si je reviens ici, la première partie sur la licence et la deuxième partie sur les fichiers en accès restreint. Donc la licence, vous avez la licence étalable par défaut, mais si vous voulez, vous pouvez aussi choisir de mettre des conditions d'accès particulières. Donc par exemple, là vous avez plein de champs, mais le principal c'est le premier. Donc par exemple, moi j'avais mis de côté de quoi indiquer que j'avais une licence CC BY. Donc ça, vous serez accompagné sur cette partie-là par les curateurs. Donc pas de panique si vous ne savez pas quelle information exactement mettre ici. Donc vous allez voir quand je vais enregistrer, ça va indiquer, donc je retourne dans l'onglet Terms, que voilà, le fichier est indiqué et sous licence ici, le jeu de données. Et pareil, donc pour la partie restriction de fichiers en accès restreint, vous pouvez modifier les informations. Dernier onglet, l'onglet version. Donc là, c'est là que vous verrez les différentes versions de votre jeu de données. Donc là, on est en version draft. Mais donc, une fois que vous aurez publié votre première version, vous pourrez toujours revenir sur le jeu de données, le modifier et vous aurez toutes les versions qui apparaissent ici. Voilà, une fois que vous avez mis tous vos fichiers, complété les métadonnées et les différentes conditions d'accès, vous pourrez cliquer en haut à droite sur Submit for Review. Alors moi, j'ai des droits de publication directe, donc je n'ai pas Submit for Review, mais vous aurez Submit for Review et Fanny va vous expliquer ce qui se passe ensuite. Donc, il y a une étape de curation. Voilà. Donc, j'arrête le partage. Je te laisse la main.
Du coup, comme Fanny, on vous l'a montré. Pour se connecter, là, on a quelques diapos. Je vais passer très vite dessus puisque c'est des captures d'écran justement de la démo qui vont vous permettre, comme vous aurez le diapo après, ça va vous permettre d'avoir justement une trace un peu de ce qui a été fait et des points sur lesquels faire attention. Donc voilà, la connexion via le compte institutionnel pour avoir plus facilement accès aussi et avoir les droits sur son espace institutionnel. La langue que dont Fanny vous a parlé, si votre jeu de métadonnées est en anglais, il peut être plus simple de tout passer en anglais pour ne pas avoir de confusion. L'ajout de métadonnées, donc lors de l'ajout de métadonnées, il y a, comme Fanny vous l'a présenté, un premier un premier lot de métadonnées lors de, lorsqu'on crée un jeu de données auquel on peut lier du coup les données. Et après, il y a ensuite le deuxième jeu de métadonnées à compléter qui est très important de compléter aussi pour augmenter la visibilité en fait des données sur enfin, lorsqu'on va chercher des données, plus il y aura de métadonnées, plus ça va être intéressant et plus votre jeu de données pourra facilement être retrouvable. Il y a pour les métadonnées justement du dataset. Donc dans le diapo que vous allez recevoir, on a mis deux guides de saisie des métadonnées, un pour les métadonnées générales et un autre pour les métadonnées des fichiers. Des précisions aussi au niveau des auteurs. Donc bien rédiger l'affiliation des auteurs pour que les jeux de données puissent être reliés de manière plus efficace aux institutions et à l'espace institutionnel de chacune. Les mots-clés aussi pour augmenter votre visibilité. Les bonnes pratiques sont de choisir justement un thésaurus qui va permettre en fait d'avoir des bons mots-clés et qui vont être spécifiques à votre discipline, puisqu'on peut avoir certains mots qui vont être communs à différentes disciplines, mais qui ne vont pas du tout avoir la même signification. Donc, vraiment au maximum se rapporter à un thésaurus pour avoir les bons mots-clés et pour pouvoir être mieux référencié sur du long terme. Comme Fanny vous a montré, donc les fichiers, le fait de pouvoir avoir des métadonnées par fichier, de pouvoir avoir des restrictions, des embargos, voilà, on peut le modifier et c'est vrai que l'intérêt des tags aussi est de pouvoir classer et que ce soit plus facile, en partie pour vous quand vous allez revoir ces données-là et que vous puissiez les partager plus facilement. Voilà, avec un README bien construit, vous allez pouvoir, vous et les personnes qui veulent pas utiliser vos données, vont pouvoir en fait mieux savoir ce qu'il y a dedans et mieux, voilà, mieux référencer. README, pour la rédaction d'un README aussi, sur justement recherche DataGouv. Ils ont fait une page pour aider à la rédaction des README. Pour les conditions, comme Fanny vous en a parlé, donc c'est Etalab qui est prédéfini, mais qui est du coup un équivalent de CC BY. Et voilà, pour la restriction aussi des fichiers, elle peut être soit faite par fichier, soit aussi un peu plus restreinte de manière générale. Pour la soumission, donc ici on a Submit for Review. Lorsque vous avez donc bien rempli votre jeu de données et qu'il est bien complet et bien détaillé les métadonnées, vous pouvez Submit for Review. À ce moment-là, nous, les curateurs, allons faire un certain nombre de vérifications au niveau des métadonnées, des vérifications aussi au niveau des fichiers. Donc, avec, par exemple, est-ce que votre CSV a bien été récupéré,
il y avait bien des points et que donc c'est devenu décimal, le fait d'avoir des virgules ou des points-virgules. Voilà, il y a un certain nombre de choses comme ça qu'on va pouvoir vérifier. Le readme aussi. Et si tout est OK, s'il n'y a aucune correction à apporter, à ce moment-là, on peut le lancer pour la publication. Dans le cas contraire, on reviendra vers vous, vers les auteurs, pour justement, avec des recommandations, pour pouvoir changer les métadonnées ou certains fichiers et faire des petits allers-retours justement pour que le jeu de données soit le mieux possible et puisse être le plus facilement partageable au maximum. Donc, lorsque vos datasets sont publiés, vous pouvez toujours les modifier. Donc, vous pouvez modifier les métadonnées du dataset. Vous pouvez aussi ajouter, supprimer ou remplacer des fichiers ou modifier les conditions ou modifier les conditions d'accès. Et ces modifications vont être vues dans l'onglet version que Fanny vous a montré. Et une fois les modifications effectuées, il faut toujours penser à resoumettre pour qu'on revérifie qu'il n'y a pas eu de problème au niveau des fichiers, des métadonnées et que tout est en ordre. Les curateurs et administrateurs des collections ont des droits supplémentaires. Donc, avant de soumettre, on peut générer un URL privé pour justement permettre aux reviewers d'accéder à un jeu de données non publié. Pour aussi donner des droits de modification pour une autre personne, puisque uniquement la personne qui est l'autrice du jeu de données peut modifier. C'est à nous après d'ajouter les personnes. Après la publication du dataset, on peut aussi donner des droits de modification bah, du coup à une autre personne, un peu la même chose, et retirer des jeux de données. Cependant, le DOI pointera toujours vers une page du coup descriptif du jeu de données qui a été supprimé et avec une justification de pourquoi il a été supprimé. On est aussi là pour toute autre question, évidemment, et on y répondra avec plaisir. Alors, juste un petit bilan sur les bonnes pratiques. Donc, qu'est-ce qu'un jeu de données complet? Un jeu de données, c'est un produit de recherche en tant que tel. Donc, il doit avoir du sens avec un titre informatif, avec des métadonnées riches. Il doit être compréhensible et donc réutilisable. Un titre informatique, des métadonnées riches. Donc, l'idée, c'est de compléter au maximum toutes les métadonnées que vous pouvez. Pour les fichiers de données, donc vous pouvez mettre pas mal de fichiers différents, il faut juste que ça soit cohérent. Mais par exemple, si vous avez des données qui sont associées à une publication, vous pouvez mettre certaines données supplémentaires qui sous-tendent pas directement la publication, mais qui permettent de comprendre voilà, l'ensemble, qui sont cohérentes avec l'ensemble. Les recommandations, c'est d'avoir des formats de fichiers ouverts ou largement utilisés. Et sur les noms de fichiers aussi, pensez à avoir des noms qui ont du sens et d'éviter tout ce qui est caractères spéciaux, espaces, etc. pour qu'ils puissent être facilement ouverts. Parmi les fichiers, donc Fanny l'a dit, c'est fortement recommandé d'avoir un fichier README qui va donner davantage d'informations que les métadonnées qui sont disponible sur l'entrepôt. Et en plus, ce fichier README, il est téléchargé en même temps que les fichiers. Donc, il permet, voilà, ça fait un ensemble cohérent entre les fichiers de données et le fichier README qui documente ces données. Et puis pour les conditions, avoir toujours une licence de diffusion pour les fichiers qui sont en accès libre ou alors pour les fichiers qui sont en accès clair. Il faut que ça soit clairement indiqué qui peut faire des demandes d'accès, sous quelles conditions, etc. Et dernière chose, donc n'hésitez pas à nous contacter. Donc vous avez toujours un bouton contact en haut de chaque espace institutionnel. Et puis vous pouvez aussi évidemment nous contacter via le guichet d'accompagnement Faire Datacité. Donc n'hésitez pas pour toute question. Et on prend d'ailleurs, donc merci beaucoup pour votre attention déjà et on prend toutes vos questions dès maintenant. Partage. Alors, j'ai déjà vu une question. Est-ce qu'il existe une assistance
IA ou un annotateur, par exemple, qui est mis en place pour pré-remplir les métadonnées. Donc, pas à ma connaissance, mais il me semble qu'il y a un projet de permettre ce genre de choses, enfin, d'utiliser l'IA pour ce genre de choses. Donc, pour l'instant, non, mais pourquoi pas. Et la deuxième, c'est pourquoi avoir mis une licence Etalab et passer ses bails? Parce que la licence Etalab étant une licence française, en fait, elle a été privilégiée pour un espace d'entrepôt français. Il y a d'autres questions, vous pouvez aussi ouvrir votre micro, n'hésitez pas. Je sais pas après si tout le monde l'avait vu, il y avait une question au tout début sur justement quand on a une équipe qui est sous co-tutelle, dans ces cas-là, où mettre ces données, dans quel espace institutionnel. Et donc, en fait, on peut le mettre dans un espace, choisir un espace institutionnel, particulièrement par exemple du porteur de projet. Et à ce moment-là, il sera lié ensuite à l'autre espace institutionnel. Il n'y a pas de souci. Ne faites pas de dépôt. Je ne vois plus ni de main levée, ni de message dans le chat. Et donc, je vais arrêter l'enregistrement et je vous remercie, Fanny et Fanny, pour cette présentation que j'ai trouvée très claire et à tous les participants pour votre écoute.